Bonjour à tous et bienvenue dans le deuxième épisode de mon podcast En Lien. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je tenais vraiment à vous remercier parce que j'ai été hyper surprise de l'accueil que vous avez réservé à mon premier épisode. Je m'y attendais pas du tout. Je suis hyper touchée, ça m'encourage beaucoup. Ça me donne envie de vous délivrer encore plein d'épisodes. Je me suis rendu compte quand même lors de l'enregistrement du premier épisode, ou en tout cas quand j'ai monté l'épisode, que je n'avais pas donné le nom du podcast. J'y vais petit à petit, je reste sur mon adage, mieux vaut fait que parfait. Ça va se perfectionner au fil des épisodes. Et ce que je voulais vous dire surtout, c'est que ce podcast, j'ai vraiment envie de le co-construire avec vous pour que vous reconnaissiez dans les sujets qu'on aborde, pour améliorer la relation avec vos enfants et créer plus de liens. Vous l'avez compris avec le titre. L'objet principal du podcast, ça va vraiment être comment on fait quand on est en difficulté avec nos enfants pour être en lien et accéder à la vie de famille qu'on avait en tête au départ. Donc restez connectés sur Insta. Je vais faire beaucoup de sondages en story pour vous demander quels sont les sujets que vous voulez que j'aborde. Pour l'instant, vous avez été plusieurs à me dire que le format 15 minutes vous plaisait beaucoup parce que c'était facilement intégrable dans vos quotidiens de parents. Je sais pas si je vais rester sur du 15 minutes. Là, je sais pas encore combien de temps va durer cet épisode. Vous allez le découvrir avec moi, comme lors du premier épisode. Me voilà de retour dans ma chambre. Si vous me voyez vidéo, puisque je filme aussi sur YouTube, je suis assise avec plein de coussins autour de moi parce qu'il paraît que pour éviter l'écho, il vaut mieux que ce soit molletonné. J'essaye de voir si ça peut améliorer le son, même si je trouve que la qualité du premier épisode au niveau du son était quand même pas mal, sans plus attendre. Pour l'épisode d'aujourd'hui, j'ai eu juste à reprendre les notes que j'avais mises dans mon téléphone depuis des années. Et parmi tous les sujets que j'avais inscrits, le sujet que j'ai vraiment envie d'aborder aujourd'hui, c'est la quête qu'ont beaucoup de parents et que j'ai eu moi aussi beaucoup dans ma parentalité, la quête d'un quotidien sans cri, sans crise, un quotidien harmonieux où tout le monde s'entend parfaitement en permanence. Vous savez, un peu l'image de la famille Ricoré, la famille Nutella, c'est au choix. J'ai envie de débunker cette quête de perfection qu'on peut avoir quand on est parent, parce qu'elle est très souvent source de beaucoup d'émotions difficiles, et vous donner des clés pour vous rapprocher de quelque chose qui vous convient sans avoir le revers de la médaille de je ne suis jamais assez, mes enfants sont pénibles en permanence, ma vie de parent n'est pas celle que j'attendais. Donc on va dans cet épisode creuser tout ça pour que vous vous rapprochiez le plus possible du parent que vous avez envie d'être et de la relation que vous avez envie d'avoir avec vos enfants. Point numéro 1, je vous l'ai dit juste avant, un quotidien sans cri ni crise, c'est très vendeur, ça donne envie, mais le problème avec ce genre de promesses, c'est qu'on peut passer son temps à être déçu et à attendre le lendemain que ce soit mieux, se dire ok, aujourd'hui ça n'a pas été terrible, demain matin je me lève, allez je suis en forme, je vais faire en sorte d'avoir plus de patience, je vais être à l'écoute de mes enfants, et puis à la première petite crise, hop, ça monte dans les tours. Courir après quelque chose finalement qui n'arrive jamais, parfois complètement s'épuiser, et même si on va pas jusqu'à l'épuisement, n'être jamais satisfait de notre vie de famille et avoir hâte de l'après, avoir hâte que les enfants grandissent, avoir hâte d'être en vacances, avoir hâte qu'ils retournent à l'école parce qu'on n'en peut plus et le week-end ça a été pourri. On n'est jamais dans le moment présent, on ne profite jamais vraiment des moments en famille parce qu'on a une vision de ce que devrait être notre vie de famille qui part déjà sur de mauvaises bases. Cette vision-là de la famille parfaite, elle est alimentée selon moi par plusieurs biais. Biais numéro 1, les réseaux sociaux, où l'on voit beaucoup de familles parfaites. Les créateurs de contenu partagent la majorité du temps que des moments heureux, des endroits extraordinaires, des intérieurs impeccables, des enfants toujours tirés à quatre épingles, toujours beaux, toujours souriants, qui semblent toujours bien s'entendre, et des parents qui semblent avoir une patience à toute épreuve, même si au fond, on sait que ça n'est certainement pas la réalité et probablement tout n'est pas parfait. Notre cerveau a tendance à occulter la partie réaliste pour ne voir que ce qu'on voit vraiment en images, c'est-à-dire ces images de famille parfaite, de bonheur parfait. Deuxième chose, c'est un peu plus ma partie, ça me chagrine un peu, ce sont les professionnels, les accompagnants des parents, que ce soit psychologues, coachs ou autres accompagnants à la parentalité, périnatalité, qui tombent dans les méandres du marketing et qui peuvent vous faire des promesses qui ne sont pas tenables. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que si on vous promet un quotidien où il n'y a plus de cris de votre part et plus de crises de vos enfants, fuyez. Ce n'est pas possible et ce n'est même pas souhaitable. Ça, c'est le point numéro 2 que je voudrais aborder avec vous. Un quotidien sans cri ni crise, sur le papier, ça fait rêver. Mais nous sommes des êtres humains, nous sommes faits d'émotions, nous ne pouvons pas ressentir que des émotions dites
positives. On peut dire aussi des émotions agréables. Qui dit émotion désagréable dit décharge émotionnelle. Et si on a des décharges émotionnelles, forcément, côté parent comme côté enfant, il y a des moments où c'est pas serein. On peut pas avoir des journées complètement apathiques où tout le monde met de côté ses pensées, ses tourments, ses inquiétudes. D'une part, les enfants sont incapables de le faire pendant longtemps. Ça, j'y reviendrai plus tard aussi, parce que leur cerveau n'est pas suffisamment mature pour réguler leurs émotions tout seul. Et d'autre part, la réalité d'un quotidien d'être humain, c'est qu'il y a des contrariétés, des inquiétudes, des moments où c'est difficile. Donc l'harmonie, bannissez-la de votre langage de parent. Ce que je vous propose à la place, c'est plutôt de vous dire j'ai envie de m'approcher d'une vie de famille avec moins de cris, moins de crises et plus de moments de plaisir et de connexion ensemble. Ça me paraît réaliste. L'autre biais qui me semble aussi embrouiller les parents, qui peut faire beaucoup de bien, mais qui peut aussi nous laisser dans un flou artistique, c'est l'accès à toutes les informations qu'on peut avoir sur la parentalité. Moi, je trouve ça quand même assez chouette. J'ai pas envie de raisonner de manière binaire, mais il est vrai quand même que quand on a énormément d'informations sur ce qu'on devrait faire ou ne pas faire avec nos enfants, les émotions, le sommeil, l'alimentation, les routines, énormément d'informations qui peuvent nous couper de l'observation de notre propre famille, le fonctionnement de nos enfants. Les conseils que vous allez avoir sur les réseaux sociaux, dans des livres, sont des conseils généralistes qu'on peut picorer, mais jamais sans rester connecté à notre réalité, à notre bon sens. Et ça, encore une fois, notre cerveau, il a tendance à viser perfection. J'ai entendu ça, il faut que j'applique. J'ai appliqué, mais pourquoi ça marche pas dans ma famille? Et là, au lieu de remettre en question le conseil, ou en tout cas le fait que ce conseil est peut-être pas adapté à notre réalité, à nos enfants, à notre famille, on va avoir tendance à s'auto-flageller en se disant que si, malgré ce super conseil qu'on a vu, qu'on a entendu, qu'on a lu, on n'y arrive pas, c'est qu'on est nul. Et c'est pas forcément le conseil qu'on va remettre en question. Donc, restez vigilants sur ça. Prenez ce que vous avez à prendre, mais restez connectés à votre réalité. Je vous donne un exemple. J'ai eu des difficultés avec l'un de mes enfants pendant quelques années. Ça a été compliqué au niveau émotionnel. Il y avait beaucoup de décharges. Alors, à l'époque, je n'employais même pas le mot de décharge. Je disais des crises, des caprices. Quand j'ai commencé à m'intéresser à la parentalité et à me former et à changer de posture avec mes enfants, j'étais vraiment dans une quête d'appliquer parfaitement ce que j'avais appris et j'étais complètement déconnectée de ce qui se passait réellement pour mon enfant. Une chose toute simple, on disait que quand un enfant était en décharge émotionnelle, il fallait pas qu'il soit seul, il fallait que le parent accompagne absolument la décharge, que la figure d'attachement soit présente. Sauf que vous allez peut-être vous dire, mais c'est évident, mais moi sur le coup, quand j'étais vraiment dans mes difficultés, et puis quand on est en pleine crise avec notre enfant, en pleine émotion, c'est difficile de se connecter à son bon sens. C'est après, quand on déconstruit, et si on a de l'aide, c'est quand même plus facile, mais c'est après qu'on se dit, mais j'ai pas réagi de la bonne façon là. Ce dont avait besoin mon enfant à ce moment-là, c'est vraiment pas que je sois là à lui dire mais je suis là, reste avec moi, viens dans mes bras. Finalement, lui grignoter le cerveau pour lui faire comprendre que je pouvais être là, lui apporter de la sécurité. À ce moment-là, mon enfant avait juste besoin que je lui foute la paix. Juste lui dire je suis là, je te laisse. Si t'as besoin, je suis à côté. Ça, c'était ma réalité avec le tempérament de mon enfant. J'ai 3 enfants. Aucun ne fonctionne pareil. Et si on arrive juste à rester connecté à nos enfants de manière singulière, notre quotidien, au lieu de vouloir appliquer la bonne méthode, appliquer le bon tips au bon moment, eh bien on est beaucoup plus en phase et on est beaucoup plus à même de réellement changer les choses. Deuxième point qui est très relié à cette quête de famille parfaite, quand on veut une famille parfaite, qu'est-ce qu'on veut? On veut des enfants parfaits. Et quand on veut des enfants parfaits, qu'est-ce qu'on veut? On veut des enfants qui ont des émotions tempérées. Et donc, se multiplient les outils pour apprendre à nos enfants à gérer leurs émotions. On a vu sur le marché tout un tas d'outils qui semblent exceptionnels. Des livres, des peluches avec, vous savez, les différents visages qu'on peut scratcher. Je dis pas que ce sont des supports inutiles. En revanche, il y a un outil qu'on sous-estime et qu'on a tendance à oublier. C'est vraiment à portée de main. Cet outil, c'est quoi? Ce sont nous, les parents, les figures d'attachement. Notre enfant a besoin, pour apprendre à réguler ses émotions, de notre aide, de notre soutien. Je suis sûre que pour vous, les parents qui avez testé ces différents supports, la roue des émotions, etc., moi j'en ai testé aussi, j'avais même des affiches que j'avais scotchées sur les portes de la maison. Je suis sûre que vous avez remarqué
que ça peut fonctionner dans des moments de calme quand on est en train de lire l'histoire et de dire est-ce que tu sais ce que tu es en train de ressentir, comment tu te sens, mais en pleine crise, blackout, notre enfant ne se souvient plus de rien, il est juste en train de vivre son émotion en plein. On a beau lui demander pourquoi tu ne dis pas ce que tu ressens? Tu le sais, on l'a appris. Il n'y a rien qui sort, c'est impossible. Donc concrètement, comment on fait? Il y a deux points principaux que j'ai envie de vous partager aujourd'hui. Et puis dans tous les cas, les émotions, c'est tellement vaste que je pourrais vous faire d'autres épisodes où je creuserai encore davantage le sujet. Le point numéro 1, ça va passer par un réapprentissage pour nous. On n'a pas été habitué, enfant, à pouvoir exprimer nos émotions. On a été souvent empêchés. Ou alors, dès qu'on a exprimé nos émotions, ça a pris une ampleur pas possible, ça faisait peur à nos parents. Ça, j'en reparlerai aussi dans d'autres épisodes. Il y a deux façons de réagir des figures d'attachement par rapport aux émotions des enfants qui vont créer des attachements différents, un attachement évitant ou un attachement préoccupé. Je ferme la parenthèse, on en parlera plus tard. Donc dans tous les cas, on est quand même une majorité de parents à pas savoir quoi faire de nos émotions, à parfois même ne pas se rendre compte de ce qu'on ressent, jusqu'au moment où on est complètement à bout et qu'il y a juste une goutte d'eau qui a fait déborder le vase et là on part complètement dans les tours. Le premier apprentissage qui peut se faire au quotidien pour vous aider à prendre conscience de ce qui se passe pour vous, c'est dire à voix haute ce que vous ressentez. Vous rentrez un soir, après une journée de travail éreintante, un client qui vous a cassé les pieds, un dossier qui vous a pris la tête, dites-le. Quel que soit l'âge de vos enfants, vous pouvez exprimer à voix haute ce qui vous plombe, ce qui est difficile pour vous, ce que vous ressentez. Oh là là, je suis de très mauvais poil, j'ai passé une journée hyper fatigante, je me sens stressée, je sais pas si je vais être de très bonne compagnie, pardonnez-moi par avance. Ça paraît tout bête, mais bien souvent, c'est ce qu'on ressent profondément mais qu'on ne s'autorise pas à dire. On peut même attendre des autres qu'ils devinent qu'on est dans cet état-là. Tu le sais bien quand même, je rentre du travail, tu sais bien que c'est difficile pour moi. Ça peut être des phrases qu'on va dire à notre partenaire. Et puis même parfois, on attend de nos enfants qu'ils sachent décoder notre humeur, décoder nos sentiments. Alors que je vous le rappelle, ils sont eux-mêmes immatures avec leurs émotions et leur en vouloir de pas comprendre qu'il faut pas faire répéter ce soir, qu'il faut que ça aille vite parce qu'on est fatigué. Le fait de nommer ce qu'on ressent, de parler de nos émotions et ça, de le faire de manière quotidienne, ça va avoir deux effets. Premier effet, faire comme un sas de décompression pour nous, comme quelque chose qu'on dépose, comme si on enlevait un sac à dos et qu'on le posait au sol, ce sac à dos trop lourd de tout ce qu'on a porté toute la journée. Deuxième effet, ça apprend petit à petit à vos enfants à se familiariser avec les émotions. Si vous verbalisez vos propres émotions, vos enfants en profitent. Et ça ancre cet apprentissage petit à petit. Et c'est pareil pour les émotions agréables. On peut aussi faire profiter de notre bonne humeur à notre entourage en le verbalisant. Je suis hyper content aujourd'hui. J'ai passé une très bonne journée. J'ai rencontré cette personne, on a discuté, ça a rempli mon réservoir affectif. Ça aussi, la notion de réservoir affectif, j'y reviendrai dans d'autres épisodes. Je suis très contente de te retrouver ce soir, mon amour. Tu m'as manqué parler de vos émotions. Pour ma part, moi, j'ai commencé à être familière avec mes émotions, à parler de mes émotions il n'y a pas si longtemps. Je pense que ça date d'il y a peut-être 5 ou 6 ans. Là, ouais, j'ai 42 ans. C'était dans ma trentaine. Et moi qui me sentais, entre guillemets, handicapée des émotions, qui avait le sentiment qu'il n'y avait pas de transition, que je passais de tout va bien à je crie et je me sens complètement submergée par ma colère, ça a vraiment transformé ma connaissance de moi-même. Et ça a eu un effet miroir énorme sur mes enfants et même sur mon conjoint. Ça, c'est vraiment un des premiers conseils que je donne à mes clients en coaching, c'est parler de vos émotions. Dites comment vous vous sentez. Reprenez cette habitude de vous reconnecter à vos ressentis. Et c'est rigolo parce que maintenant, mes enfants, voilà, par exemple, quand il y en a un qui se lève de mauvais poil, c'est ok, là, je suis vraiment de mauvais poil, ne me parlez pas, sinon je vais vous agresser. Je trouve ça génial. Alors, évidemment, quand nos enfants sont tout petits, on peut pas attendre d'eux qu'ils comprennent nos états d'âme, nos émotions et qu'ils se fassent tout petits parce que on est déjà dans le rouge. En revanche, plus ils vont grandir, plus ça va être intégré dans la relation que, ok, là, je suis pas dispo émotionnellement, je sais que tu es assez grand pour pouvoir patienter dès que c'est possible pour moi, je viens t'aider, je suis là pour toi. Et ça, c'est vraiment une belle dynamique, un beau cercle vertueux qu'on peut ancrer dans la famille. Dernier point, on attend beaucoup de nos enfants qu'ils sachent réguler, qu'ils sachent exprimer, verbaliser ce qui se passe pour eux. Et on oublie souvent, même quand nos enfants ont grandi, même si vos enfants ont 15, 16 ans, les émotions,
ça s'apprend avec les figures d'attachement. Donc si vous n'avez jamais été à l'écoute des émotions de vos enfants, ils vont pas forcément savoir comment les exprimer, comment les réguler, comment ils fonctionnent à l'intérieur. Ce n'est jamais trop tard. Il est toujours possible de mettre en place la compréhension des émotions dans la famille. Regardez, moi, j'ai commencé à le comprendre dans ma trentaine. Mon mari, là, depuis pas longtemps. Le conseil que j'ai envie de partager avec vous, c'est n'ayez pas peur des crises. N'ayez pas peur des émotions de vos enfants. Plus vous allez essayer d'empêcher les crises, d'empêcher les cris, les pleurs de votre enfant, plus vous allez les alimenter. Et si ça s'arrête, soyez certain d'une chose, c'est que ça va ressortir à un autre moment parce que c'est mettre un couvercle et à un moment donné, quand la marmite bout, le couvercle saute. Donc, quelle est la bonne posture à adopter? Je vous donne un exemple. Un enfant qui, dès le matin au lever, avant l'école, est complètement en crise, ronchon, rien ne va, la chaussette est pas bonne, le petit-déj ça va pas, tout est prétexte, entre guillemets, à criser. On va avoir tendance à vouloir éteindre en étant au départ peut-être si la patience est là, à l'écoute, ok tu veux pas ces chaussettes, on change de chaussettes, tu veux pas ce petit-déj, ok on change de petit-déj. Là on court, on est avec notre extincteur dans la main, on court derrière notre enfant et on éteint toutes les petites étincelles qu'il est en train de produire. Mais à un moment donné, va falloir qu'il y ait une bonne explosion pour qu'il puisse tourner la page et avancer, évacuer ce qui est compliqué à ce moment-là pour lui. Ce que je vous conseille de faire dans ce cas-là, c'est ok. Depuis tout à l'heure, il n'y a rien qui va. Vous pouvez essayer de nommer ce que vous pensez qui se passe pour votre enfant. Là, sur l'exemple du départ avant l'école, ce qui s'est passé très souvent dans ma famille, c'est pas envie d'aller à l'école, pas envie de quitter le foyer. On était bien, au chaud, on est encore fatigué, on n'a pas envie. Nommer. Si votre enfant n'est pas capable de le dire, ouais, c'est franchement dur pour toi, t'étais bien à la maison et t'as pas envie du tout d'aller à l'école, viens, je suis là, et vous ouvrez vos bras. C'est un petit exemple parmi d'autres, mais c'est pour vous montrer le contraste entre je cours après mon enfant pour éteindre les crises et je suis à l'écoute de la crise. J'ouvre l'espace pour que le brasier s'enflamme et une fois qu'il s'est bien enflammé, pouf, il va s'éteindre. Pas tout seul, avec vous, figure d'attachement qui êtes dans le lien, dans la compréhension. Pour résumer cet épisode, point numéro 1, ne cédez pas au chant des sirènes de la parentalité parfaite. Ça n'existe pas, ni chez vous, ni chez les autres. Deuxième point, développez l'outil le plus important pour accéder à des relations apaisées et donc un quotidien de plus en plus serein dans votre famille, la connaissance de vos propres émotions parce que la figure d'attachement, c'est vous et c'est grâce à vous que vos enfants vont apprendre à réguler leurs émotions. Dernier point, cessez d'avoir peur des émotions de vos enfants. Voilà, merci d'avoir écouté ce podcast. Pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne louper aucun épisode et n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire et 5 étoiles. J'ai reçu déjà une 50aine de commentaires qui m'ont vraiment beaucoup touchée et je vous remercie de tout mon cœur, c'est énorme. Ça me donne beaucoup de force et vraiment envie de continuer. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.